Cette Voilà, vous conférence voyez. va maintenant être enregistrée. Donc bonjour. Donc je vais vous présenter l'outil. Alors je ne sais pas qui n'était pas là à la dernière, à la première webconférence. Vous étiez tous là, donc on n'est pas obligé de refaire un historique sur le groupe de travail. Bon, donc l'outil il était conçu en fait dans le cadre d'un groupe de travail qu'on a animé à Cap Rural et dans lequel en fait participaient des collectivités, des porteurs de projets collectifs et des gens qui accompagnent des porteurs de projets collectifs. Donc, enfin, simplement, je le reprécise parce que ça donne aussi, euh, enfin, ça donne des clés de compréhension de la manière dont l'outil a été construit. Donc, l'idée, c'était à travers cet outil, l'objectif, c'était en fait d'identifier les thématiques sur lesquelles les collectivités pouvaient en fait avoir un rôle de facilitateur pour faire émerger des projets collectifs sur les territoires. Et donc, on a essayé d'identifier sur les différentes phases d'un projet collectif, qu'est-ce qui pouvait, euh, quelles actions, quels appuis, quel rôle pouvaient jouer les collectivités pour que ce soit plus facile que les projets émergent. Donc nous, on a fait ça sous forme d'une frise que vous avez à l'écran, donc qui est linéaire. Bien évidemment, enfin l'idée c'est pas de lire le projet en linéaire. Nous on l'a fait comme ça parce qu'on pouvait pas, enfin voilà, parce que techniquement c'était pas possible de le faire autrement. Il va de soi que on fait des allers-retours, enfin au cours de l'élaboration d'un projet, d'un point à l'autre. L'idée était surtout d'identifier ces points et derrière chaque point de voir quelles pouvaient être les actions des collectivités. Donc c'est ça l'objet de l'outil. Donc on a cette frise avec 7 points d'identifiés sur lesquels il nous semblait, enfin le groupe pensait qu'il y avait vraiment une plus-value à ce que la collectivité intervienne, ça c'était la première chose. Puis deuxième chose, sur ces 7 points, les collectivités ont les capacités, les compétences, etc. pour intervenir. Donc voilà la clé de lecture. Si on reprend point par point, on avait un premier point qui était effectivement quand le projet il est en réflexion, euh, il est parfois nécessaire, enfin il est quasiment toujours nécessaire en fait pour les porteurs de projets de recueillir un certain nombre de données pour construire un peu le diagnostic. Enfin, il y a le projet, mais il y a aussi le projet qui s'intègre sur le territoire. Donc, des diagnostics, état des lieux, repérer les besoins des territoires, définition de l'idée d'activité. Donc ça, c'est un peu les points qu'on avait recensés nous, sachant que nous, on avait défini l'entrepreneuriat collectif comme de l'entrepreneuriat, bien évidemment, collectif avec différents individus, mais derrière ce qu'on entendait par entrepreneuriat collectif, il y avait aussi le souci des projets collectifs de s'intégrer sur les territoires et notamment de valoriser les ressources locales, donc dont le lien au repérage des besoins du territoire. Donc ça, c'était le premier point. Ce que je vous propose, enfin, soit vous m'interrompez au fur et à mesure s'il y a des choses qui vous interpellent, soit en fin de présentation, on peut échanger quelques minutes sur le support. Donc ça, en fait, ce premier point, il peut se faire par le partage de données. Les collectivités, elles possèdent de nombreuses données, soit à travers des diagnostics, soit à travers des listings, des données d'acteurs qu'elles connaissent, enfin, etc. Donc il y a largement de quoi faire. Donc sachez que voilà, si vous avez besoin de compléter votre analyse, de réfléchir peut-être plus votre projet plus ancré sur un territoire, il existe voilà de nombreuses données dans les collectivités et que là, ça peut être une manière pour les collectivités de vous faciliter la tâche sur la réflexion, le montage de votre projet, sur l'argumentation. Ensuite, il y avait un deuxième point qui était la structuration du projet et puis tout ce qu'allait être les études pour les valider le projet. Donc voilà. Ça, de façon plus précise, c'était pour nous un appui en termes d'ingénierie de la construction de la démarche, en animation, en lien avec les habitants. Donc voilà, enfin, il existe aussi dans les collectivités des agents de développement, enfin, vous le savez aussi bien que moi, bien évidemment. Et donc, voilà, cette ingénierie-là, elle peut être aussi un appui, soit pour vous aider à la construction du projet, soit effectivement aussi à travers sa connaissance du territoire, des réseaux qu'elle a, de vous amener, de vous faciliter le lien avec un certain nombre
de partenaires, enfin d'acteurs du territoire, et notamment le lien aux habitants. Voilà, quand le projet, il- ce qui est quasiment toujours le cas, en fait, il est là aussi pour répondre à des besoins des habitants du territoire. Ensuite, il y avait un troisième point là qui revient quand même de manière assez récurrente, et on va le voir aussi à travers la présentation de l'expérience qui va suivre. Il y a toute la question des locaux et du foncier. Donc sur ce plan-là, les collectivités, elles ont plusieurs entrées sur lesquelles elles peuvent vous apporter un appui. La première chose, ça peut être par rapport à l'immobilier et le foncier, elles peuvent soit vous aider à rechercher des locaux, parce qu'elles ont une connaissance à la fois du territoire, mais à la fois de ce qui est libre, et puis parfois aussi des propriétaires, donc ça peut être bougrement facilitant. Et puis, elles peuvent avoir d'autres entrées, au-delà du recensement. Ça peut être accompagner une location à prix modéré, mettre à disposition des locaux de manière temporaire pour que vous puissiez démarrer votre projet, ou voilà, enfin sur une acquisition sur le long terme avec des baux spécifiques, etc. Ça peut être une deuxième entrée des aides financières pour le coup là, à la rénovation de bâtiments dans lequel vous souhaitez vous installer. Voilà, et puis ça peut être par rapport à ces problèmes ces problématiques de foncier ou de bâtiments, d'immobilier, ça peut être la mise en relation aussi avec des partenaires qui vont être en capacité de vous accompagner, de vous faciliter la tâche sur le sujet. Le quatrième point qui a été identifié par le groupe, c'était en fait tout ce qui allait tourner autour de la constitution d'un collectif et de son fonctionnement, donc autour du projet. Donc c'était la formalisation du collectif, le travail sur la gouvernance, la gestion. Alors on a mis conflit interne. Je ne sais pas si on aurait peut-être dû le mettre de façon enfin moins négative. Mais en tous les cas, mettre de l'huile dans les rouages pour que ça se passe au mieux au sein du collectif et de la gestion du projet. Et puis révision de la gouvernance. Donc derrière ces points-là, les points d'appui que vous pouvez trouver dans les collectivités, c'est la mise en relation avec un accompagnateur médiateur, parce que souvent les collectivités peuvent avoir la connaissance de gens qui font ce type d'appui, mais ça peut aller au-delà de ça et ça peut être effectivement un financement de cet accompagnement par la collectivité. Il y a une deuxième entrée qui est un accompagnement pour formaliser le collectif, travailler sur la gouvernance, etc. Et donc, idem sur la question de la médiation, voilà, enfin, au sein même du collectif. Donc là, c'est pareil, ça peut être de la mise en relation ou du financement de ces appuis. Et puis la mobilisation et la coordination d'un comité d'accompagnateurs, voilà, ou d'un groupe qui peut venir faciliter l'élaboration du projet. Alors derrière ça, on ne va pas y revenir, on l'a évoqué à la dernière, mais effectivement, dans le rôle des collectivités, ce qui avait été identifié par le groupe de travail, c'était notamment que les territoires, dans les actions qui pourraient être très intéressantes à faire pour les porteurs de projets collectifs, c'était effectivement peut-être de faire un travail au sein de la collectivité pour mettre autour de la table des structures d'accompagnement qui travaillent pas forcément ensemble parce qu'elles travaillent pas au même niveau et sur les mêmes projets. Enfin, je vais la faire un peu à l'arrache, mais style initiative qui va voilà, qui est sur les territoires, qui fait de l'accompagnement de création d'activités sur des projets enfin classiques, et encore une fois, ça a pas de côté péjoratif. Et puis des gens comme les incubateurs, par exemple, Alterancube ou d'autres, qui vont avoir une action plutôt régionale, qui vont avoir des actions spécifiques sur certains territoires, mais pas forcément sur l'ensemble. Et donc du coup, ça peut être assez intéressant que sur un territoire où il y a des projets collectifs qui se mettent en place, il y a une volonté de la collectivité de réunir l'ensemble de ces acteurs qui sont sur des champs un peu différents, qui sont pas forcément à la même échelle de territoire, pour que du coup, il y ait une vraie comment dire, cellule d'accompagnement des porteurs de projets collectifs, avec des visions un peu différentes, des références sur des projets qui sont à différentes échelles, etc., etc. Ensuite, il y a un cinquième point, le financement. Alors ça, c'est voilà. Et donc, effectivement, quand on monte ce type de projet, souvent, on a la recherche de financement. Alors bon, les financements, on peut en trouver de différentes manières, hein. Du privé, on peut aller à d'autres privés, ça peut être
enfin, suivant le statut qu'on a, ça peut être de la fondation, ça peut être du crowdfunding, enfin, etc. Je vous la passe, mais ça peut être aussi le prêt bancaire. Et bah, il y a toute la partie financement public, puisque ce qu'on explique, enfin nous, la manière dont on définissait aussi les projets d'entrepreneuriat collectif, c'est des projets d'entrepreneuriat, certes, où il y a effectivement une production d'activités donc qui ramène un revenu, voilà, pour faire vivre non seulement l'activité mais la structure. Mais nous, ce qu'on lisait à travers les projets d'entrepreneuriat collectif, c'était aussi notre développement local. Et souvent, ce qu'on constatait, c'est que ce type de projet-là, ils étaient sur la production de biens, de services, enfin, etc., peu importe, mais qui étaient marchandes, mais au-delà de ça, souvent, ils rendaient un certain nombre de, enfin, ils proposaient à la population locale un certain nombre de choses. J'avais pris l'exemple de Quartier Métisseur dans le Beaujolais, qui effectivement produit, enfin, de la bière, etc., mais qui proposait aux habitants du territoire tout un programme culturel de concerts, etc., etc. Et là, c'est pas rémunéré, quoi. Ça, c'est pas. Donc là-dessus, notamment, il peut y avoir des financements, comme il peut y avoir aussi des financements sur la partie production à travers ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le bâtiment, enfin, etc., etc. Donc là, on avait plusieurs possibilités d'aborder cette question du financement avec la collectivité. Il n'y a pas que les subventions. Alors bien sûr, il y a le soutien direct hein, via des dispositifs dédiés. Bon, tous les territoires ont un certain nombre de dispositifs suivant la nature de votre projet. Bon, il y a ça va de petites villes, enfin je ne veux pas tous vous les faire, mais petites villes de demain, les projets alimentaires territoriaux, les leaders qui vont se mettre en place. Enfin, il y a un certain nombre de dispositifs que les collectivités ont à leur disposition et dans lesquels bah, vous pouvez peut-être rentrer ou pas. Ça, il faut le discuter avec eux. Il y a aussi une entrée qui est pas du soutien direct. Je veux dire par là qu'il n'y a pas forcément une subvention qui est versée, mais la collectivité elle peut être un appui auprès d'autres financeurs pour apporter de la crédibilité à votre projet. Et donc ça, c'est aussi un point qui peut être intéressant de discuter avec la collectivité. Je ne sais pas si tout à l'heure on abordera cette question à travers le témoignage. Mais voilà, enfin avoir de la subvention c'est bien. Parfois, quand on a un projet qu'on n'est pas forcément connu sur le territoire, etc., ça peut être bougrement intéressant d'avoir un acteur majeur du territoire qui vienne soutenir votre projet. Après, bah, il y a effectivement tout ce qui va concerner l'achat public de biens. Hein. Vous êtes une structure, enfin, vous êtes un collectif entrepreneurial, vous installez sur un territoire. Suivant la nature de votre activité, la collectivité, elle peut faire le choix pour vous soutenir de vous confier, enfin, un marché, quoi. Voilà, donc je reprends l'exemple que je prenais à la première webconférence, mais d'une ressourcerie avec qui on discutait, enfin, ils étaient en projet collectif, et qui disaient, eux, pour le coup, ils n'étaient pas dans cette dynamique-là, mais ils disaient, on a une ressourcerie, la collectivité, elle a une politique de gestion du déchet, et on n'a pas de lien. Bon, là, l'exemple, ça pourrait être, on a une ressourcerie, la collectivité, pardon, a une politique de gestion des déchets, eh ben, elle va nous confier une partie de cette politique-là, en rémunérant les services qu'on va rendre, et ça, c'est aussi une manière d'appuyer le projet collectif financièrement. Et puis enfin, ben, ça peut être en étant financeur de l'activité, donc par l'investissement, euh, en étant caution, enfin, etc., ce genre d'approche. Donc voilà, donc derrière cette idée-là, c'est de se dire quand même, quand on va avoir une collectivité, qu'on va présenter le projet, bon, on peut discuter d'un certain nombre de choses, un certain nombre de données, la problématique du foncier, enfin, de l'immobilier, etc. Mais quand on va discuter de la partie financement, il faut peut-être pas, faut y aller avec une idée assez claire de son projet, de ses besoins, et c'est peut-être pas forcément une bonne idée de rentrer que sur la demande des subventions. Euh, je pense que c'est une très bonne idée, enfin d'y aller de façon plus large. Et effectivement, ben, vous n'avez pas de dispositif financier à nous proposer. On va prendre le cas un peu extrême. Vous ne savez pas comment vous nous financez. Ben, vous pouvez le faire autrement que par de la subvention. Voilà, vous avez un certain nombre de possibilités, l'achat public, etc., etc. Le point 6, c'était ben, tout ce qui allait être l'accompagnement, l'appui dans la création administrative de votre structure. Et là, ben là, se poser la question, alors c'est vraiment, enfin, vraiment spécifique à ce que nous on a pu observer comme projet d'entrepreneuriat collectif. Euh, et c'est pour ça qu'on a rajouté ah zut, je suis allé trop loin.
c'est pour ça qu'on a rajouté cette partie prenante de la gouvernance, c'est que on s'est quand même aperçu qu'il y avait un certain nombre de projets d'entrepreneuriat collectif qui finalement, même si dans un premier temps pouvaient prendre une forme juridique d'association, passaient souvent sous forme de SKIC. Et donc là, bah, ça donne la possibilité à la collectivité d'entrer dans le cadre enfin, de la structure. Et donc du coup, voilà, ça peut donner une dimension un peu différente au projet. Et voilà, c'était un peu l'idée de cette partie-là. Et puis enfin, le dernier, le 7, qu'on a. Je sais pas pourquoi il passe pas celui-là. Voilà, bon, on va faire comme ça. Un petit souci avec le président. Qui est le développement des activités, besoin de financement. Donc là, on a accès aux financeurs, aux cautions ou au marché public, etc. et la promotion du projet. Donc voilà un peu les 7 points qui sont apparus au groupe quand même essentiels et des vrais points d'appui pour accompagner le développement de projets collectifs sur le territoire. Donc l'idée de cet outil, il est fait pour autant pour les collectivités que pour des porteurs de projets, que pour des gens qui accompagnent les projets. Et notre volonté derrière cet outil, enfin notre objectif, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est voilà, c'est de bien mettre en évidence ces points-là et que quand on construit un projet, ben, à un moment on est ça en tête, quoi. Et encore une fois, c'est moi je vous l'ai lu et je vous l'ai présenté de façon très linéaire, mais on voit bien que par exemple la question du financement, elle peut apparaître au démarrage du projet, mais comme elle peut apparaître à la phase de développement, etc. Donc tout ça, effectivement, c'est à prendre, à remettre en perspective avec les états d'avancement des différents projets collectifs. Voilà ce que je voulais, moi, vous présenter rapidement. L'outil que je viens de vous présenter, il est disponible sur notre site. On vous donnera le lien tout à l'heure. Donc c'est un document voilà, qui est téléchargeable, enfin utilisable par tout à chacun et qui est mis à disposition libre sur notre site internet. Voilà, moi j'ai terminé. Si, à moins que vous ayez des questions. Je te laisse reprendre la main, Marion. Oui, merci Jean-Philippe. Du coup, il n'y a pas de questions sur l'outil. Bon, c'est pas forcément facile parce que là, vous pouvez pas le naviguer comme vous voulez dessus. Mais comme disait Jean-Philippe, on vous passera à la fin de la web le lien pour l'avoir vous-même en prédit ou en format image. Euh, mais en tout cas, j'espère que le contenu vous paraît clair euh, suite à la présentation de Jean-Philippe. Je vais repasser sur le partage d'écran et on va laisser du coup la parole à Léopold et Fabien. Est-ce que du coup, Léopold et Fabien, cet outil il correspond un peu à ce que vous, enfin en tout cas certaines des étapes qui ont été présentées correspondent à ce que vous avez vécu et peut-être voilà nous dire un peu plus. On est curieux de savoir comment ça s'est passé pour vous, votre coopération et votre mutuel accompagnement dans les projets que vous avez eus et que vous avez. Je vous laisse la parole. Ben, merci. Léo, tu veux dire quelques mots tout de suite ou je On commence? peut peut-être déjà commencer par se présenter aussi, Oui, aussi, bien sûr, oui. Ah, si vas-y, je te Léo laisse veut. l'honneur. D'accord. Alors moi, pour me présenter très rapidement, du coup, je suis cofondateur et directeur de l'association Polymorphe, qui est une association qui existe depuis maintenant presque 6 ans, donc dans l'Allier. Et c'est une association culturelle et environnementale qui se trouve dans une ferme de moutons en activité. Et donc du coup, ça fait depuis 2020, depuis l'élection de Fabien, qu'on est en coopération plus étroite avec la mairie. Voilà, Bien. je te laisse continuer, Fabien. Oui. Donc, bon, les présentations sont déjà faites. Alors, Fabien Thévenoud, le maire de Séry. Alors, un petit point de situation, peut-être avant tout pour situer Séry. C'est une commune rurale, bien sûr, 1310 habitants. Nous sommes au nord-ouest de l'Allier. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En tout cas, pour vous situer, c'est au nord-ouest également de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Commune de 1300 habitants, une commune dont la moitié de la population, c'est plus de 60 ans.
il faut quand même le préciser aussi. Alors, on a une activité économique liée au travail de la forêt, puisqu'on est sur la forêt de Troncet, jouxte la commune de Sérilly. Euh, je ne sais pas si ça vous parle, mais enfin, en tout cas, c'est une chaînette. La chaînette Troncet est un pilier de notre économie locale, en même temps que l'agriculture, et puis un certain nombre de services publics au sens large, écoles, EHPAD, les sièges de la communauté de communes, je vais quand même le préciser aussi, du pays de Troncet, qui compte 7500 habitants. Alors, pour revenir à l'objet de la réunion, précisément, pour répondre à la question de savoir si on se reconnaissait dans la diapo qui est précédente. Alors effectivement, on s'est un petit peu reconnu. Pour ma part, Léo pourra abonder quand il le souhaitera. Sur la démarche globale qui nous a amené à cette réflexion d'avoir un tiers-lieu dans le centre-bourg. Je vais me permettre tout d'abord peut-être de faire une petite genèse du projet. Euh, qui n'avait pas forcément à voir avec l'idée d'un tiers-lieu au départ. C'est en discutant avec l'association, en échangeant avec la population qu'on s'est dit, et le conseil municipal bien sûr, qu'il fallait aller au-delà de ce que je pensais et de ce que la municipalité pensait au départ. Je vais faire une brève explication. Ça a commencé par pour être honnête, le notaire de Sérilly, qui est tout nouveau aussi, en 2021, qui est venu me voir en me demandant un local, si on avait la commune, un local dans le centre-bourg qui pouvait l'accueillir, parce qu'aujourd'hui, il est à l'extérieur du bourg, il voulait se rapprocher pour des questions pratiques au cœur de la commune. Bon, ben, on n'avait pas de local. Et selon moi, un local disponible, il n'y en avait qu'un. C'est un ancien local commercial avec pignon sur rue en plein cœur du bourg. Il y avait une activité commerciale jusqu'en 2008. Après, le magasin a fermé, comme bien d'autres magasins de centre-bourg, comme on peut voir à Sérilly ou ailleurs, ou de villes moyennes du reste. Ça, c'est un autre problème. Donc, il y avait ce local-là, dont on n'était pas propriétaire, bien évidemment. Puis, avant toute chose, on n'allait pas s'engager sur ce projet avec lui sans avoir un minimum de sécurité en amont, c'est-à-dire faire d'abord que le bâtiment était à vendre, mais ça, il l'était. Ensuite, il y avait un diagnostic des locaux à réaliser. Bon, voilà. Il y a beaucoup de superficie dans ce bâtiment et ce qu'on s'était dit au départ, c'est que la profession libérale, en l'occurrence, la qui était intéressée, pourrait pas occuper l'ensemble du bâtiment. Et on avait dans l'idée, tout de suite après le Covid, là, enfin, pendant la période Covid, là, 2020-2021, de mettre à disposition un espace de coworking. Voilà, l'idée, elle était partie de cet espace de coworking. Mais pourquoi pas utiliser la place qui était disponible dans ce bâtiment centre-bourg pour amener un espace de télétravail. Et puis, de fil en aiguille, qui dit espace de télétravail dit il faudrait quand même quelqu'un pour s'en occuper. Soit c'était de la gestion directe avec la commune, ou alors on passait par une association. Et en l'occurrence, spontanément, on a pensé à Polymorphe, puisqu'on a, avec cette association, des échanges de confiance depuis qu'ils sont arrivés. Ils ont démontré leur capacité à s'occuper sérieusement des tâches qui leur ont été confiées. Léo pourra peut-être expliquer ce que l'association un petit peu plus tard. Donc à partir de là, contact pris avec l'association pour expliquer le projet. Et bien la discussion a été franche et pourquoi pas, alors c'est l'association qui a proposé, s'orienter plutôt qu'un espace de coworking, faire autre chose. Et c'est là que la mayonnaise a pris, si j'ose dire, puisque finalement, il y a eu des tables rondes avec les associations locales, avec la population. Parallèlement, nous, on avait fait intervenir des architectes pour avoir un coût sur les travaux qu'il y avait à réaliser dans ce bâtiment, parce que même si le coût est subvention, c'est quelque chose d'à part, ça reste quand même important, c'est même essentiel, surtout quand on tient les cordons de la bourse. Et donc, du fait de ces échanges avec l'association et la population et le conseil, on est arrivé à une toute autre idée de départ, c'est-à-dire qu'un espace de coworking, bien sûr, mais pas que. Alors, faire de l'intergénérationnel, créer du lien donc, entre les populations, d'autant plus qu'on a une population, comme je vous l'ai dit,
relativement âgés, donc la moitié de la population plus de 60 ans. Travaille aussi avec les enfants et les écoles, puisqu'on a, on a un support au collège, on a une assemblée des jeunes, et un support au collège qui permet d'avoir des échanges, je dirais, en direct. Et ce qui a permis de démouler sur un projet finalement où il y aura des ateliers qui seront proposés, des échanges intergénérationnels. Alors après, on n'est pas encore dans le mode de gouvernance, on l'a évoqué. Là, on est dans la phase, on pourra en l'évoquer un petit peu plus tard. En tout cas, pour faire un petit point d'étape aujourd'hui, 2022 a été consacré aux échanges pour voir ce qu'on pouvait faire dans ce lieu. Parallèlement, nous, on a acheté le bâtiment, chez nous, la commune. On a monté notre dossier de subvention, le marché à appel d'offres pour la réalisation des travaux. Et là, on avance à grands pas puisque les appels d'offres, le marché est arrivé à son terme. On va signer les actes d'engagement avec les entreprises normalement fin octobre pour un début de travaux fin novembre et pour une ouverture avant une mise à disposition des locaux pour grosso modo l'été prochain, hein, si tout va bien. Voilà un bref aperçu de notre, pour vous situer où on en est aujourd'hui. Et Léo peut peut-être abonder sur les échanges qu'il y a eu, Léopold, sur les échanges qu'il y a eu entre la population, entre la collectivité, les collectivités, un autre tiers-lieu qui n'est pas très loin là, de Sérilly, qui sert également d'exemple. En tout cas, on s'en inspire beaucoup sur le mode de fonctionnement, puisque à la limite, pour faire des travaux, c'est pas trop le problème d'obtenir des subventions. S'il y a des gens qui sont intéressés, je peux répondre à ces questions-là. On est sur un projet, je ne l'ai pas précisé, mais tout de même, achat compris, travaux pour l'ensemble du bâtiment, hein, à 720 000 euros à peu près. Hein. Donc, c'est pour une collectivité comme la nôtre, c'est relativement important comme investissement. Voilà. Donc, Léo, tu peux peut-être rebondir et poursuivre. À moins qu'il y ait des questions déjà là sur cette première partie. Non, a priori. A priori, il n'y a pas de questions sur cette première partie, ça va venir. Oui, mais ça. D'accord. Vas-y, Léo. Oui, je prends la suite alors. Alors, pour revenir effectivement sur le travail qu'on a fait en 2022, l'idée c'était de faire des ouvertures temporaires avant les travaux. Donc, on en a organisé 2 semaines qui étaient espacées de environ 6 mois. La première semaine, c'était vraiment faire visiter le lieu aux habitants de la commune et communes alentours, de proposer les premières idées qu'on avait d'activités, et puis aussi recevoir les idées des habitants, les commentaires, leurs attentes, leurs craintes aussi. Parce que parfois, il y en a aussi qui avaient des idées de ce qu'il fallait pas faire. Donc c'était de réceptionner tous ces avis, de créer déjà un premier moment convivial qui ressemble déjà un petit peu à l'état d'esprit qu'on veut donner à ce lieu. Suite à ce premier travail, donc on a fait une pause de 6 mois et on a refait une deuxième semaine d'ouverture temporaire à l'été. Donc là, c'était aussi l'occasion de tester les espaces extérieurs et puis de tester plus généralement les idées qui nous étaient revenues de la première semaine. Donc là, ça a été plus une semaine un peu plus festive avec programmation culturelle, des ateliers intergénérationnels, des ateliers jeux de société, des ateliers dédiés aux collégiens. Enfin voilà, il y a eu pas mal de formats qui ont été testés. Donc pendant ces 2 semaines d'ouverture temporaire, on estime qu'on a eu pas mal de passages, environ 200 personnes sur les 2 semaines, au moins en passage. Donc, ce qui était plutôt une bonne chose. On a fait distribuer aussi un questionnaire, pareil, pour interroger sur les envies, sur aussi la volonté ou pas d'être potentiel bénévole de ce futur lieu. On a eu à peu près 50 personnes, 50% des répondants qui se sont signalés comme potentiels bénévoles, donc, ce qui est plutôt positif pour la suite. Maintenant, le lieu devrait ouvrir d'ici 1 an, donc après les travaux. Mais cette première phase, elle était très importante parce que ça permettait de un petit peu fédérer autour du projet, d'informer les habitants et puis surtout de les informer de manière plus concrète, puisque là, c'était vraiment tester les activités et puis tester le lieu en lui-même. Donc ça donnait vraiment un premier aperçu.
Voilà, je dirais que maintenant la difficulté, c'est comme c'est des travaux qui vont être longs, c'est aussi de faire comprendre pourquoi il y a ce temps d'attente maintenant entre les dernières ouvertures temporaires et l'ouverture définitive qui s'explique parce que c'est normal, c'est des gros travaux, c'est des marchés publics, donc ça ne se fait pas en 2 secondes, c'est un long processus. Voilà pour compléter. Vous avez des questions à ce stade de la Euh, présentation? Moi, j'avais une petite Alban? question. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, je suis Alban Morel. Je travaille au service agriculture et ruralité à la communauté de communes Saône-Beaujolais, donc au nord du département du Rhône. Et nous, on a lancé un appel à projet pour un, on va dire, tiers-lieu qui est un domaine viticole. Et c'est vrai qu'une des difficultés, enfin, c'est pas vraiment une difficulté, mais en tout cas, un des enjeux, c'est de faire travailler plusieurs structures ensemble. Donc, je me demandais, et plusieurs structures aussi qui ont des statuts différents, donc des entreprises avec une certaine obligation de rentabilité économique, des associations, nous, collectivités. Et je me demandais si du coup, vous aviez dans votre projet intégré d'autres acteurs que l'association et la commune en termes d'acteurs et de statuts différents. Euh, alors, du coup, pour le moment, le projet, c'est un projet de la commune. Nous, on est en appui et puis surtout, on a participé à toute la phase de bah, imaginer le projet, le concrétiser un petit peu plus. Pour ça, on a fait appel aussi à une autre association qui a également un autre tiers-lieu, mais qui a un tiers-lieu plus tourné vers le numérique. Donc là, c'est 2 associations et la commune. Ensuite, on a associé d'autres associations locales et par contre, au niveau entreprise, on n'a pas associé d'entreprise particulière à ce stade. Mais c'est-à-dire que Des euh, producteurs locaux, tu peux préciser quand même. oui, on a travaillé, on a fait un premier travail avec les producteurs locaux, mais je veux dire, je pense que pour moi, là, il y a une logique de cercle concentrique, puisque comme on ne peut pas avoir tout le monde au même niveau d'un coup dès le début, ça me paraît assez impossible. Pour l'instant, on a commencé un travail, notre association et la mairie, plus notre association, la mairie et cette autre association qui s'appelle le Mazier. Et puis l'idée, c'est qu'à l'avenir, il y a d'autres associations qui s'agrègent autour du projet. Et je pense que c'est plus simple à faire quand il y a déjà une base un peu claire, avec un système de gouvernance qui a commencé à être mis en place. Et ça me paraît plus compliqué de le faire d'un coup avec un grand nombre d'acteurs et une grande variété d'acteurs. Je pense que le faire petit à petit, en tout cas nous c'est ce qu'on compte faire, je pense que ce sera plus facile. Ok, merci pour notre retour. Il y a une main levée. C'est Blandine, C'est il me du- semble. Et il y a Violette aussi qui aura une question. Je sais pas, Blandine et Violette après. Non, c'est bon, ça a permis de répondre à ma question. Merci. Donc qui c'est qui... J'ai pas compris qui vient de parler là. Ah, c'était Blandine qui disait qu'elle en fait, elle voulait pas forcément prendre la parole, mais apparemment Violette avait levé la main aussi. Violette, ouais, Violette a levé la Oui. main. Bonjour, moi je suis Violette Gentillot, je suis technicienne à la communauté de communes du Val-de-Drôme, donc à l'entrée de la vallée de la Drôme, et je travaille beaucoup sur toute la thématique des tiers-lieux, donc pour l'instant beaucoup auprès des porteurs et des porteuses de projets, mais aussi en lien avec nos élus référents et référentes. Et j'avais une question pour Fabien Thévenoud. Comment vous êtes allé chercher l'expertise de Léopold Jacquin? Est-ce qu'il y avait des liens qui préexistaient déjà? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé chercher justement Polymorphe pour vous accompagner en fait dans ce projet-là? C'est une bonne question parce qu'effectivement, par rapport à la question précédente, on avait déjà, entre guillemets, une association qui pouvait, donc à l'évidence, pouvait mûrir le projet tiers-lieu, qui au départ, je le répète, on était parti sur un espace de coworking, point. L'idée n'allait pas plus loin que celle-ci. Euh, donc, comme l'a dit Léo en préambule, son association est basée à Séry depuis 2018. Donc, à partir de là, ils ont fait des portes ouvertes dans le hameau où le collectif s'est implanté. Il y a eu des échanges avec
automatiquement avec les collectivités, parce qu'il n'y a pas que la commune de Séry, il y a aussi la Comcom du pays de Tronchet. Et à partir de là, il y a un climat de confiance, et je pense que c'est le mot qui est déterminant, l'objectif qui correspond, c'est la confiance vis-à-vis du travail, une confiance qui s'est basée sur d'abord des rapports mutuels qui sont humains, ensuite sur le travail qui a été fourni par l'association en 2 ou 3 ans de temps. Ça nous a permis, parce que cette association a quand même, maintenant il y a 2 salariés, alors 2 ça peut paraître pas beaucoup, mais vu d'ici de Séry, une association avec des salariés sur le territoire, on n'en a pas, ou très peu, mais enfin sur la commune de Séry, il n'y en a pas, c'est sûr, il y a donc l'association Polymorphe. Ils ont également de temps en temps des services civiques maintenant, donc ça génère une activité, une petite activité économique, une activité bien sûr sociale, puisqu'ils font de l'animation sur le territoire assez régulièrement, que ce soit par le biais de théâtre, de sorties nature, etc. Alors le fait est que de par leur positionnement, on a fait des passerelles qui est évidente, quoi. Mais on n'aurait pas eu Polymorphe sur le territoire, on ne se serait pas engagé dans une aventure comme on est actuellement. Ça, il faut bien se l'avouer. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question précisément, mais c'est le climat de confiance, voilà, avec une structure qui était déjà en place et non pas une structure à créer. Mais Ouais, par contre, ok. ça oblige l'association, Léo pourra abonder, finalement, à avoir une autre vision de ce qui, au départ, était leur mission, entre guillemets. Merci. Ça répond à la question complètement ou... Ouais, ça répond à la question, puis ça ouvre même d'autres portes. Enfin, quand vous dites que s'il n'y avait pas eu Polymore, vous ne seriez pas allé dans ce projet-là, je trouve que c'est vraiment intéressant, en fait. Merci. Il y avait une question de Anne. Merci. Oui, donc moi je suis Anne Muselli, je travaille en indépendante et je suis facilitatrice de démarches participatives. Et il m'arrive de travailler sur des thématiques de tiers-lieux en lien avec l'association Bardane, qui est voilà, spécialisée sur les tiers-lieux en milieu rural. Je trouve que ce que vous avez évoqué là sur la difficulté au niveau de la temporalité entre la mobilisation voilà, de personnes qui sont partantes pour donner un coup de main et s'investir, et puis le temps long des travaux qui peut vraiment être, enfin qui est long. J'avais envie de vous poser la question de savoir comment est-ce que vous avez pensé les choses du coup pour maintenir un peu cette dynamique, cette belle dynamique là que vous avez lancée. Oui, alors juste avant de répondre, moi je voulais juste préciser quelque chose par rapport à ce que disait Fabien, c'est qu'en plus, cette histoire de confiance et d'aller sur ce type de projet ou non, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que nous, l'association Polymorphe, ça n'avait pas été avec ce conseil municipal, je ne sais pas si on y serait forcément allé, parce que c'est aussi un sacré pari. Donc là, il faut effectivement qu'il y ait une grande relation de confiance pour se lancer dans un tel projet. Et par rapport à donc la question de la temporalité, c'est vrai que c'est un enjeu. Nous, ce qu'on a prévu, c'est d'organiser des petits événements intermédiaires. Alors, ça prendrait éventuellement la forme de visites de chantier. Peut-être aussi faire un point d'étape, distribuer une communication sur où on en est, où va le projet. Et puis après, il y aura toute la communication autour de l'ouverture qui va commencer un certain temps avant l'ouverture. Et puis l'idée aussi, c'est que on va réaliser donc l'association avec les bénévoles. On va faire un appel à mobilisation pour réaliser les finitions du lieu. L'idée, c'est que pareil, avant l'ouverture, ça permet de faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de personnes qui se réapproprient les lieux. Et puis, du coup, les finitions, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Ça permet tout de suite de se sentir plus chez soi quand on les a réalisés soi-même. Donc, c'est aussi ça l'idée. Donc voilà, ça va passer par ce genre d'activité. Et puis après, c'est en permanence, quand on est en contact des gens, de réexpliquer où on en est, où en est la mairie, et aussi de réexpliquer comment ça fonctionne, ce type de projet, parce que c'est aussi important, je trouve, de expliquer aux gens que voilà, c'est un projet porté par une collectivité locale. On ne peut pas faire ce qu'on veut quand on veut, n'importe quoi. C'est encadré par la loi et c'est normal et c'est une bonne chose. Et si les travaux ils durent longtemps et que les marchés, la procédure de marché public dure plusieurs mois, il y en a qui vont se plaindre, mais en réalité, c'est une bonne chose. S'il y a des marchés publics, c'est parce que c'est la loi, c'est une règle, c'est une protection.
Donc ça aussi, je pense que c'est l'occasion de le réexpliquer et ça fait jamais de mal. Merci. Merci Pareil, Léopold. choisis. Merci. Juste peut-être, je vais apporter une précision d'ordre administratif pour ceux qui sont dans les collectivités. Euh, la démarche, elle a commencé en 2021. La préouverture du site pour recueillir les avis, ça a été finalement sur l'année 2022. Et parallèlement, nous, la municipalité, on avait lancé donc, avec le département un contrat de revitalisation du centre-bourg. C'est une contractualisation sur 5 ans. Mais ce contrat de revitalisation de centre-bourg, on l'a fait qu'à l'issue d'une étude avec un bureau d'études qui a été nommé par l'État, puisqu'on en a profité aussi c'est des histoires de subventions, là, une fois de plus, pour non pas s'inscrire dans Petite Ville de demain, les projets PVD, là peut-être que j'imagine que certains d'entre vous connaissent, et on s'est inscrit pour autant dans une démarche à peu près similaire. Il n'y a que 2 communes de l'Allier qui sont dans cette démarche-là. Donc, il y a une étude qui a été financée à 100% par l'État, mais on évoquait l'ingénierie au début de cette session. Et l'ingénierie, c'est nous qui la portons, quoi. On n'a pas de renfort humain sur le terrain parce que financièrement, on ne pourrait pas y arriver. Donc, l'ingénierie, c'est nous qui la menons. Donc, ce temps administratif, à la fois d'études, donc sur le terrain, ces temps d'études dont dépendait le contrat de revitalisation de Centre-Bourg avec le département. Donc, on avait un temps où on était obligé d'attendre quelque part, sans quoi les travaux auraient commencé l'année dernière. Mais on a contractualisé au département qu'au mois de juin de cette année, à l'issue du rendu de l'étude. Voilà ce qui explique aussi le temps de latence. Voilà, c'était la précision. Mais le temps administratif est long, vous le savez tous. Merci Fabien. Il me semble que Sophie, avant de quitter la web et de revenir, vous aviez une question. Oui, j'ai eu un petit problème de batterie. C'était un départ forcé. Il y a une question, mais qui a été répondue par Léopold entre-temps. Donc, c'était sur l'appel à bénévoles, parce que justement pour la continuité de l'action et puis l'animation en attendant que le lieu soit disponible pour commencer vraiment les activités, j'avais cette question de comment vous arrivez à retenir l'attention des personnes qui notamment avaient signalé « je voudrais bien être bénévole pour votre projet ». Et là, il y a eu une réponse, c'était on va leur proposer de participer aux finitions. Et j'avais une question, est-ce qu'au-delà de participer aux finitions, il y a des possibilités de participation aux travaux, voilà, là il y a des entreprises, hein, mais à d'autres types de travaux que les finitions, donc pendant le chantier et pas que après le chantier, à la fin du chantier. Peut-être mettre ma caméra, ça sera plus sympa. Et puis l'autre question, c'était sur la pérennité. Vous avez dit qu'il y a une question de relation de confiance mutuelle, donc l'association vis-à-vis de la collectivité, donc du conseil municipal actuel, ça ne serait pas forcément fait avec un autre conseil municipal. Bon, il y a des élections évidemment régulièrement dans les collectivités. Comment ça se passe? Est-ce que dès maintenant, vous imaginez, pour être sûr de la pérennisation à long terme, de monter d'un cran aussi, c'est-à-dire vous, mairie de Sérilly, vous êtes dans la Comcom aussi pour certaines activités. Est-ce qu'il est possible d'avoir aussi une action qui, s'il y a changement de municipalité, peut continuer via la Comcom, par exemple? Comment est-ce que vous envisagez le futur aussi? Donc, voilà, ces 2 questions-là pour la pérennisation. Et puis, ferrer les gens pour qu'ils commencent à se sentir, comme vous avez dit, chez eux, dans ce lieu qu'ils co-construiraient. Alors, pour la partie pérennisation entre l'association et puis la collectivité, ça c'est une question bien sûr que nous avons évoquée ensemble, puisqu'il y a dernièrement finalement, il va falloir qu'on conventionne. Hein. Il n'est pas question de laisser le bâtiment comme ça à libre usage et puis vous faites ce que vous voulez. Donc il faut qu'on mette une convention en place, puisque c'est avant tout quand même un projet à la base qui est de la municipalité, après quelque part qui a été partagé, mais pour sécuriser autant la commune que l'association qui va gérer le lieu, il faut qu'on prévoie dans une convention d'utilisation du bâtiment
une date qui permettrait, vous voyez, de sécuriser l'association et de la faire pérenniser dans le temps. Après, pour la pérennité également, peut-être plus financière du site, la démarche elle va s'inscrire au fur et à mesure que le bâtiment, que les activités se mettront en place, parce que là, il n'est pas question il va falloir trouver une personne ressource pour s'occuper du lieu. Bon, il y aura des subventions qui seront sollicitées par l'association, peut-être avec notre appui, bien sûr, à un moment donné, puisque l'appui d'une collectivité, ça fait toujours du poids. Et ensuite, il faut qu'on soit vigilant, nous, parce qu'il y aura des frais qui seront engagés, bien évidemment, des frais fixes, des charges, etc. Ça, la commune les assumera. Hein. Il faut pas. On prend notre part de responsabilité quelque part. Voilà, Léo, je pense que tu peux abonder peut-être sur la partie échange avec la population, peut-être. Oui, vous m'entendez bien? Oui. Donc, par rapport au bénévolat, donc aussi l'intérêt que l'association soit déjà présente sur le territoire et déjà en activité, c'est que ces personnes qui se sont signalées pour devenir bénévoles, c'est aussi des personnes qui participent à certaines de nos activités. Donc, on continue à les voir très régulièrement et puis on continue à pouvoir aussi échanger avec eux à propos de ce projet de tiers-lieu. Là, récemment, par exemple, on a organisé des portes ouvertes dans le lieu de l'association à la ferme du Rutin. Il y avait une partie de ces portes ouvertes, on a fait une petite exposition, une partie qui était dédiée à ce projet. Et donc, c'était aussi l'occasion de refaire un point d'étape, revenir dessus, répondre aux questions. Donc c'est aussi comment on organise des petits événements qui soient un peu formels comme cette exposition ou informels sous la forme de discussions qui peuvent avoir lieu pendant des activités qui n'ont rien à voir avec ce projet pour continuer bah, à parler de ce projet et à entretenir l'intérêt autour du projet. Et par rapport à la pérennité, effectivement, il y a toujours l'enjeu de changement de conseil municipal et du coup changement d'orientation. Après là, c'est quand même un projet conséquent qui engage la collectivité. Et je pense que ce qui va déterminer sa pérennité, ça va être aussi les premières années après l'ouverture. Donc c'est là-dessus qu'on va aussi se concentrer dans un premier temps. Moi, j'avais une question. J'ai une question sur sur le modèle économique. Enfin, finalement, comment ça va se passer? Donc, une subvention pour financer quelqu'un qui serait l'animateur du centre, si je comprends, enfin, du tiers-lieu, et donc, enfin, des bénévoles qui viennent en appui, animer des choses, etc. Enfin, voilà, enfin, est-ce qu'il va y avoir, enfin, des choses qui vont être payantes, pas? Enfin, comment c'est prévu, quoi? Alors, du coup, le modèle économique de la gestion de ce lieu, ça va être le même que celui de l'association Polymorphe. Donc, c'est un modèle économique hybride, donc avec des sources de financement différentes. Mais bon, plus concrètement, ça veut dire que l'association Polymorphe, elle a des subventions, plutôt de collectivités locales, et après, elle a des contractualisations pour des prestations de services, notamment auprès de la CAF, auprès de l'État, puisqu'on a remporté certains concours publics, notamment à Fabrique de Territoire. On a d'autres contractualisations. Donc ça, c'est des contractualisations sur 3 à 5 ans, voire certaines renouvelables. Donc ça, c'est une base importante de notre financement, donc ces contractualisations. Après, on a les subventions publiques qui sont redemandées chaque année et qui varient en fonction des projets et de l'amplitude de projet qu'on peut présenter. Et après, on a aussi un peu de financement privé auprès de fondations, mécènes, voilà, fondations d'entreprise. Et on a de l'autofinancement, parce que l'association, elle édite une revue. Alors ça, c'est une toute petite partie de notre autofinancement. La partie la plus importante de notre autofinancement, c'est pareil, ça se passe sous la forme de vente de prestations à nos partenaires. Donc ça peut être des animations dans des collèges, EHPAD, centres de loisirs, MJC, etc. Ça peut être, on a eu pendant un moment, on a fait des prestations de communication. Voilà, donc ça abonde aussi le budget de l'association.
Et donc là, avec le futur tiers-lieu, il y aura évidemment des activités payantes. Par exemple, le coworking sera une activité tarifée. Quand on fera des événements, qu'il y aura une buvette avec les boissons. Mais bon, tout ça, c'est pas des choses qui permettent de subvenir aux charges de l'association. On va toujours être dépendant de subventions et de contractualisation, ça c'est sûr, si on continue à être dans une logique de services accessibles à tous, donc de services quasi publics. Si on veut rester dans cette ambition-là, et c'est l'idée, on sera toujours dépendant de subventions publiques, contractualisation avec des collectivités ou l'État. Nous, on est aussi sur un territoire très rural, c'est pas un territoire avec une population très riche. Donc, si on commence à faire des activités qu'on vend à prix coûtant, ne serait-ce qu'à prix coûtant, on n'aura plus du tout la même population qui participera à nos activités. Je trouve que du coup, notre activité n'aura plus grand intérêt. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Sinon, je peux vous donner plus de détails. Non, merci, c'est bien détaillé, merci. Ça permet de comprendre comment vous vous articulez avec vous polymorphe avec le projet. Merci. Violette, vous avez de nouveau une question ou c'est la main de tout à l'heure? Non, j'ai de nouveau une question. Euh, En fait, c'est deux questions en une. La première, c'est que si je comprends bien, ce projet, il naît un peu d'une commande ou d'une impulsion de la mairie. Polymorphe intervient plutôt sur voilà, un accompagnement technique, sur une ingénierie. Et donc, si je comprends bien, c'est Polymorphe qui serait aussi fléché pour être l'association animatrice du lieu après. Donc j'ai une question un peu sur la lisibilité pour les habitants et les habitantes. Est-ce que, de votre point de vue, la population comprend? Parce qu'on sait que parfois, quand c'est un projet qui est porté que par une collectivité ou que par un porteur ou une porteuse de projet privé, mais que tout ça s'entremêle, c'est pas forcément clair pour tout le monde. Donc est-ce que vous, là, vous avez l'impression que c'est clair? Et puis, si c'est pas clair, c'est peut-être pas un problème pour la population. Et ma deuxième question, c'était, sachant que Polymore, vous portez déjà un lieu avec déjà vos propres activités, etc. Quelle est l'articulation en fait entre votre projet préexistant et ce nouveau projet-là en fait? Alors, peut-être pour répondre à la première question sur le, le fait que la population, comment on l'associe à la démarche et comment elle a réagi, effectivement, vous n'avez pas tout à fait tort. Hein, il y a le temps de latence là depuis finalement un an, même s'il y a eu des initiatives via l'association pour étayer le projet davantage. Finalement, ce temps de latence fait que bon, on attend les travaux, puis il y a une certaine impatience et peut-être, je ne vais pas dire du doute, parce que du doute, il y en aura toujours, il y aura toujours quelques réfractaires, on va en trouver, mais finalement, pour avoir eu des retours, il y en a eu très très peu, quoi. Ça va concerner 2 ou 3 personnes, pas plus. Alors là, il faut que on n'a pas communiqué spécialement sur les travaux. Maintenant, puisqu'on est sûr que les travaux vont commencer le 27 novembre, donc c'est-à-dire ça va être très rapide, ça va être dans un mois, dans 2 mois, quoi, à peine. À partir de là, ça va être plus concret. Euh, donc je pense, et puis il faudra qu'on communique. On a des réseaux, on a notre bulletin municipal, on a les réseaux sociaux, Intramuros, l'association communique elle de son côté aussi. Évidemment que ça passe par un souci de communication, quoi, tout simplement. Alors pour répondre aussi plus partiellement à une question précédente, pas la vôtre, mais une question précédente, on a le droit aussi de se tromper parce que peut-être que d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, on verra que le projet ne fonctionnera pas et puis finalement que on soit obligé de récupérer, enfin pas obligé, mais on soit soumis de récupérer le logement. Parce que je n'ai pas précisé, mais effectivement, l'association, le bâtiment qui sera dédié, il y a un accès je vous le fais vite fait, il y a un accès par un porche qui amène sur un logement. Donc, si jamais ça ne fonctionne pas, ce que j'espère pas, mais il y a quand même une solution B, c'est que ce logement soit tout simplement remis à la location, après tout. Hein. Il sera aménagé de façon à recueillir l'association, bien évidemment, mais à la base, c'est un logement. Voilà, donc on a le droit aussi de se tromper, on verra. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Je n'y crois pas, mais c'est possible. Puis Léo, tu peux abonder sur la dernière
Oui, moi j'y crois pas non plus. En tout cas, nous, ça fait depuis 2018 qu'on est installé dans l'Allier avec l'association, donc dans cette ferme. Et à partir de 2020, on a fait un gros travail de levée de fonds pour nos salariés, mais aussi pour faire des travaux dans la ferme, puisque la ferme, c'était vraiment une ferme de moutons qui est toujours en activité et qui n'avait pas forcément les espaces pour accueillir nos activités. Et principalement, l'accueil d'artistes en résidence ou l'accueil de stagiaires pour des stages notamment d'éco-construction ou de plantation. Donc à cette époque-là, on a lancé un grand programme de travaux à la ferme pour faire des aménagements qui permettront d'accueillir ces activités. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à discuter avec Fabien de cet éventuel projet de tiers-lieu dans le centre-bourg. Donc, dès fin 2020, début 2021, on a commencé à penser les deux projets ensemble. Donc, on a commencé à conceptualiser en fait nous un projet de double tiers-lieu à la ferme du Rutin et puis dans le centre-bourg de Séry. Donc l'idée c'était que les activités qu'on reçoive à la ferme sont complémentaires et viennent aussi alimenter celles qui seront proposées dans le centre-bourg. L'exemple le plus concret, je dirais, c'est les résidences d'artistes, justement. Donc nous, maintenant, à la ferme du Rutin, on a les capacités pour accueillir des artistes tout au long de l'année et en plus grand nombre. Donc ces artistes, en fait, ils viennent pour des durées de 2 semaines à un mois, parfois 2 mois. Ils viennent avec une pratique artistique, un projet de création. Et l'idée, c'est que donc nous, on leur met à disposition les locaux, du matériel, un espace de travail. Et souvent, l'échange qu'il y a, c'est que en échange de cette offre-là, eux, ils construisent un projet de médiation ou de représentation, ou les deux, à destination des habitants. Donc là, on travaille avec des collèges, avec des écoles, EHPAD, MJC, accueil de loisirs, etc. Et donc, ça permet d'avoir ces artistes qui sont en capacité de proposer un programme d'éducation culturelle et artistique et qu'on souhaite à l'avenir de plus en plus proposer dans les locaux de ce futur tiers-lieu. Donc, en fait, ça permet d'assurer une base de programmation au futur tiers-lieu et de ne pas avoir à tout réinventer. Après, bien sûr, tout ça, ça va être enrichi par les propositions des bénévoles, des associations locales, enfin, de toutes les personnes qui voudront proposer un projet dans ces locaux. Mais tout ça pour dire qu'en fait, les deux lieux vont s'alimenter. Peut-être une précision pour parler concrètement. Par exemple, il y a on a un besoin d'aide à l'utilisation d'outils informatiques. Ça, c'est une demande qu'on a assez régulièrement. Et depuis maintenant 2 sessions, c'est les derniers mercredis de chaque mois. Donc ça a commencé la fin août ou début septembre. Il y a, via l'association Polymorphe, il y a une dame qui s'est proposée à venir en aide aux les personnes qui le désirent, à faire de la formation sur des thématiques bien spécifiques. Donc, on propose les locaux, ça se fait dans la salle du conseil, mais à terme, quand les travaux seront effectués, ça se fera dans le tiers-lieu, ce genre d'initiation à l'informatique. Voilà, pour dire concrètement, pour utiliser un exemple. Merci. On a une question de Anne Zélie. Oui, moi j'avais une question sur le... Parce que potentiellement, c'est vrai que les usages peuvent être vraiment très variés. Et je me dis que, voilà, est-ce qu'il y a eu une réflexion autour de l'identité du lieu, enfin, ou pour éviter peut-être un effet patchwork où les personnes aient un petit peu plus de mal à s'y retrouver. Alors après, quand on est tout vrai que je vois le sens, mais je me dis, est-ce qu'il y a eu voilà, une réflexion sur l'identité, l'âme du lieu, avec une coloration particulière, en disant, bah voilà, nous, alors vous avez parlé de l'intergénérationnel, mais comment vous avez travaillé cette question-là, en fait? Et est-ce que vous êtes arrivé à une réflexion sur une coloration particulière ou pas, finalement? Alors moi, je dirais que la coloration de l'identité du lieu, c'est un peu la même logique que celle qu'on a fait pour l'association Polymorphe. C'est-à-dire qu'elle se fait pas par les activités. Donc, c'est-à-dire, on va pas dire c'est un lieu 100% dédié au numérique ou 100% culture, tout comme la ferme du Rutin n'est pas 100% culture, ni environnement, ni agriculture, c'est un mélange.
Par contre, ce qui fait la couleur du projet, et à mon sens ce sera pareil pour le tiers-lieu de centre-bourg, c'est la manière dont les personnes sont accueillies et créer un espace vraiment de liberté où on se sent libre de proposer des activités, libre de venir, libre de participer, et on est bien accueilli. C'est-à-dire, par exemple, à la ferme, bien accueilli, ça veut dire avec un repas, toujours un moment convivial, pas simplement une activité qui dure par exemple 2 heures et puis après c'est terminé, mais toujours un temps de discussion en plus de l'activité. Euh, Après, c'est clair que donc l'avantage, c'est qu'une fois que les gens sont passés au moins une fois, ils savent comment ça se passe et en principe ils reviennent. L'inconvénient, c'est effectivement, c'est moins lisible que de dire, voilà, la ferme du Rutin, bah, c'est un lieu culturel, par exemple, 100% dédié aux arts plastiques. Là, c'est extrêmement clair de savoir à quoi on va s'attendre. Mais je pense qu'aussi, c'est aussi ça l'état d'esprit d'un tiers-lieu, c'est que c'est quand même un espace ouvert, de liberté. Du coup, il y a la place pour proposer des choses qui parfois n'ont rien à voir ensemble et qu'on associerait d'ailleurs pas forcément, et qui pourtant, ça fonctionne parfois un peu par magie. Et donc, je trouve que c'est ça qu'on va continuer à essayer de promouvoir en tout cas. Sur la question, sur l'identité du lieu, on ne l'a pas évoqué au début, effectivement, c'est un ancien commerce au rez-de-chaussée, un ancien commerce de linge de maison, vêtements. Ça, c'était de 1980 jusqu'à 2008. Dans les années 60, 70, dans ce commerce au rez-de-chaussée, c'était un marchand de chaussures. Et à l'étage, et aujourd'hui, enfin, où sera implanté le tiers-lieu, l'espace de coworking, ça représente quand même un peu plus de 200 mètres carrés. C'était dans les années 50, 60, c'était une entreprise il y avait une usine de confection. Et en fait, il faut s'imaginer qu'il y avait des machines à coudre. Et il y a lors des portes ouvertes, il y a des gens qui sont venus, qui ont travaillé dans cette usine de confection. Alors ça, je l'ai découvert pour les portes ouvertes. Là, c'est 2, 3 personnes qui sont venues, qui se rappellent que il y avait des machines dans cette pièce, qui a été transformée en logement dans les années fin 70, début 80, par les anciens propriétaires. Voilà, comme il y a eu une recherche aussi, grâce à l'association, du passé de ce lieu. Donc, il faut savoir qu'il y a eu un passé économique, d'artisanat. Voilà. C'est vrai que par rapport à l'identité du lieu en lui-même aussi, il y a eu un travail sur comment il est implanté dans le village, euh, qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit ici, la présence de ce bâtiment fonctionne avec le reste du village. Puis après, il y aura aussi tout un travail, bah, sûrement au moment des finitions, qui va déjà être un moment où on donne une autre identité à ce lieu, un travail autour de la recherche du nom qui va être aussi très importante et on espère la faire du coup de manière collective avec les habitants. Merci. Et j'avais du coup une question en vous écoutant aussi. Je pense que vous pouvez répondre différemment parce que vous connaissez pas le territoire depuis aussi longtemps l'un et l'autre, je pense. Mais je me demandais si le projet de la ferme du Rutin, notamment, qui a déjà été, enfin qui est déjà installée, qui est déjà concrète, ça permet d'observer d'autres synergies sur le territoire et de voir que finalement, en créant cette activité, ces 2 emplois salariés, ces services civiques, etc., vous observez d'autres créations d'activités ou d'autres choses un peu apparaître sur le territoire qu'il n'y avait pas avant et où on pourrait se dire bah ça c'est grâce à Polymorph que il y a tous ces trucs qui se passent maintenant sur le territoire ou qu'il y a ces nouvelles personnes qui s'installent parce que j'imagine que ça rend aussi ces rayons un peu plus attractifs. Voilà, donc je sais pas, peut-être Fabien, vous qui connaissez le territoire depuis, enfin qui connaissiez le territoire avant Polymorph et qui le connaissez maintenant, vous observez peut-être des choses qui changent. Euh, Effectivement, les choses changent. Il y a une prise de conscience sur l'environnement de manière générale ou sur le mode d'agriculture tel que conventionnellement il se fait. Euh, Polymorph, ils sont arrivés en 2018 et j'ai l'impression qu'il y a eu que le Covid a suscité beaucoup de réflexions partout en France et dans le monde, j'imagine, mais en tout cas sur le rôle que chacun a à la nature, à l'environnement, pourquoi pas pour ceux qui étaient en ville. Et
Alors, polymorphes, ils s'inscrivent peut-être aussi dans cet aspect-là, bien qu'il y ait l'aspect culturel et artistique, c'est autre chose, mais en lien avec l'environnement, depuis le Covid. Là, il y a des projets de maraîchage sur la commune. Il y en a un qui est lancé. Enfin, maintenant, ça y est. Maintenant, c'est plus un projet puisque c'est de la réalité. Euh, et ils s'inscrivent dans cette démarche de transition environnementale ou de prise de conscience. Et on fait des parallèles on fait des passerelles plutôt avec polymorphes, puisque pour ceux, quand on vient me voir à la mairie, voilà ce qu'on voudrait faire, je propose systématiquement contacter polymorphes, puisqu'il y a des passerelles à créer, quoi, autour de ces thématiques-là, de l'environnement et culturel aussi. Hein, il y a un projet pour le coup, pour le coup c'est du concret. Il y a en face au bâtiment là où il y aura le tiers-lieu, il y a peut-être un restaurant qui va s'implanter. Il y a une dame qui a acheté le bâtiment. Le compromis est signé. Maintenant, il faut passer devant chez le notaire. Elle veut faire un restaurant. Et à l'arrière de ce restaurant, une salle d'exposition. Eh ben, alors, on a évoqué le projet avec Polymorphe, puisqu'il y a aussi ce pendant culturel. Contactez-les, allez les voir pour en parler. Et lors des portes ouvertes, là, samedi, il y a 10 jours, eh ben, cette dame était aux portes ouvertes et je sais qu'ils ont eu des échanges sur le sujet pour créer justement, de faire de la synergie, hein, tout simplement. Alors, c'est pas le tiers-lieu qui a amené cette dame à acheter en face, mais comme il y aura des points communs, et c'est le rôle aussi d'une municipalité, c'est de créer des passerelles et créer des synergies entre les uns et les autres qui se connaissent pas forcément de prime abord, et, et pour qu'ensemble il y ait des projets qui puissent se faire. Alors, je sais pas si le projet du restaurant ira à son terme, j'espère que oui, mais pour vous dire que régulièrement, dans les initiatives privées, on peut créer des passerelles entre ce que proposent l'association sur un spectre large autour de l'environnement, de l'agriculture, sur l'aspect culturel ou artistique. Euh, c'est un peu quelque part un peu un bras droit, hein. Une fois de plus, grâce à la confiance qu'il y a entre les uns et les autres. Si de haut tu veux porter. Oui, carrément. Ça, c'est clair que ce genre de lien facilité, ça accélère tout et que ça accélère toutes les dynamiques. Donc ça, c'est super important pour un territoire comme le nôtre. Et ce que je veux dire aussi d'un point de vue plus de réseau associatif, je trouve qu'entre 2018 et maintenant, il y a aussi beaucoup d'associations qui se sont créées ou de petites initiatives locales, sachant que même avant 2018, il y avait déjà un beau foisonnement associatif sur notre secteur. J'ai l'impression qu'effectivement, avec le Covid, suite au Covid, il y a eu des nouvelles installations, du coup, l'arrivée de nouveaux projets, et du coup aussi un renforcement des liens interassociations, notamment interassociations culturelles, mais pas que, aussi environnementales. Et je trouve que maintenant, il y a de plus en plus de projets communs et de plus en plus voilà, de dynamiques qui circulent sur les différents villages du territoire. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et après, par rapport à Polymorphe, l'association Polymorphe en elle-même, on a quelques personnes qui sont venues s'installer suite à notre installation ou suite à la découverte de Polymorphe. On a eu les deux. Il y a à la fois des amis proches de nous qui se sont installés, mais il y en a aussi d'autres qui, en cherchant un logement justement post-Covid, se sont retrouvés à choisir Série ou alentour de Série, parce que soit ils avaient découvert le coin en participant à une de nos activités, soit simplement, on en a même, c'est simplement en tombant sur le site internet de l'association et du coup en voyant les activités proposées, se sont dit plutôt ce village qu'un autre. Donc ça peut arriver, c'est pas non plus un mouvement, c'est pas du tout un mouvement de masse, hein, mais c'est des choses qui arrivent et c'est agréable quand ça arrive. En tout cas, c'est très Pas satisfaisant. encore, pas encore. Et Mm. oui, et puis c'est vrai qu'après le Covid, là ça s'est calmé, mais on a eu une énorme vague de sollicitations de personnes, plutôt des groupes de jeunes qui voulaient s'installer à la campagne en France, donc pas forcément dans notre campagne, et qui du coup nous ont sollicité pour savoir comment s'y était pris et avoir des conseils sur comment rechercher un endroit, comment créer un collectif. Alors je trouve que depuis un an, ça s'est beaucoup calmé ces sollicitations, mais juste après les confinements, c'était impressionnant. C'était vraiment parfois plusieurs dizaines par semaine, c'est vraiment beaucoup.
Merci, c'était très intéressant, j'ai trouvé les réponses. J'ai vu qu'il y avait Anne qui avait encore une question. Non, c'était... C'était la question précédente, pardon. Et du coup, ça me fait penser là à ce que tu viens de dire, Léopold, à comment vous, enfin, du coup, si j'ai bien compris, c'était pas Fabien qui était encore maire de Sérilly à l'époque quand vous êtes arrivé vous installer. Mais comment cette installation, elle s'est faite? Est-ce que justement, par rapport à l'outil qu'a présenté Jean-Philippe tout à l'heure, vous avez eu quand même des liens avec peut-être d'autres aussi communes parce que vous étiez peut-être pas sûr d'aller à Sérilly. Enfin voilà, comment dans le cycle de vie du projet de la ferme du Rutin, vous avez été accompagné ou pas du tout accompagné à l'époque et à quel point ça vous a freiné, enfin voilà, euh, si on prend le projet existant. Pardon. En fait, le tout début du projet, l'association était très très différente à l'origine et avait pas du tout la même ambition que maintenant. C'était pas du tout une association professionnelle. C'était un petit projet qu'on a commencé à deux et qui a commencé parce qu'on a rencontré les propriétaires de la ferme du Rutin, qui sont deux bergères, donc qui s'occupent d'un cheptel de moutons. Et c'est cette rencontre qui nous a donné envie de nous installer à la ferme du Rutin et du coup à Sérilly. Donc, il n'y a pas eu de recherche de village particulier, c'est vraiment par cette rencontre qu'on a atterri à Sérilly. Et du coup, au début, les personnes qui nous ont accompagnés, c'est elles deux, Isabelle et Valérie. Donc, c'est elles qui nous ont guidés, puisqu'on a commencé avec la rénovation de la maison où s'est installée l'association. Donc, c'est elles qui nous ont guidés pour apprendre à rénover une maison un peu dans les règles de l'art, avec de la chaux, en travaillant le bois, etc. Puis c'est elles aussi qui nous ont un peu appris à vivre à la campagne, puisque nous, on était deux citadins. Donc, c'était quand même très, très, très précieux de les avoir pour s'adapter, pour comprendre. Parce que sinon, on comprenait rien. On aurait pu comprendre par nous-mêmes, mais ça aurait été beaucoup plus lent. Donc ça a été la première étape. Et c'est là aussi où on s'est rendu compte, grâce à elle, de ce que c'était que de vivre à la campagne et à quel point ça nous a plu. Et c'était une très belle surprise qu'on a envie et qu'on a eu envie et qu'on a toujours envie de partager grâce aux activités de l'association. Et ensuite, à partir du moment où on a décidé qu'on voulait professionnaliser l'association et du coup vivre de cette association en se salariant, là, on a fait appel justement à Alter Incube pour être incubé. On a été incubé pendant 2 ans. On a été accompagné également par France Active. Et du coup, on a bénéficié de formations, d'accompagnement personnalisé, d'un dispositif local d'accompagnement. Donc, toutes ces démarches qui nous ont beaucoup, beaucoup aidé aussi. En fait, quand on commence un projet, c'est très important d'être très accompagné. Bon, ça, c'est assez évident, mais du coup, on a la chance quand même d'avoir des structures comme Alter Incube ou Coco Shaker ou France Active en général. C'est des super ressources, c'est un super accompagnement. Et puis après, solliciter toutes les associations autour, tous les contacts qu'on pouvait avoir chacun, qui pouvaient être aidants pour le montage du projet. On a sollicité aussi notre réseau d'amis, tout simplement, parce qu'on avait dans nos amis des personnes qui travaillaient dans la communication, qui étaient plutôt juristes ou économistes. Donc tout ça, c'était aussi des cerveaux qui nous ont beaucoup aidés à monter le projet. Et du coup, après, j'imagine, est-ce que vous avez demandé des subventions, par exemple, à la commune, au département, à la communauté de communes? Est-ce que, là, si je comprends bien, il n'y a pas eu de demande au niveau du foncier parce que vous aviez déjà enfin, des bergères qui vous ont accueillis. Mais du coup, est-ce qu'il y a eu au-delà de l'ingénierie, est-ce qu'il y a eu des apports, des soutiens des collectivités qui sont autour de vous? Oui, bien sûr. Très rapidement, on a fait des demandes de subventions auprès des collectivités locales. D'abord la communauté de communes, le département, puis la commune. La région nous a aidé un petit peu. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, à partir de fin 2020, on a fait un programme d'investissement à la ferme du Rutin pour aménager les lieux. Et là, pour le coup, ça n'a pas été financé par les bergères, mais par l'association. Donc là, on a fait une levée de fonds auprès de l'État, de l'Union européenne notamment, de mécènes privés aussi, pour réaliser les travaux.
qui se sont terminées le mois dernier. Voilà. Super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, j'en Nicole. profite pour profiter. Ah, pardon, Non, vas-y, vas-y, dis-moi. Léo, vas-y. Non, je voulais juste profiter pour dire que sur notre site internet, si vous avez des questions qui vous venaient par la suite, on a une page ressources où on retrouve tous les documents produits par l'association. Donc il y a pas mal de documents, notamment sur le projet de tiers-lieu. Il y a aussi le projet associatif, le projet de rénovation en détail à retrouver et en images. Note- Merci Léo. Et tout simplement au titre des subventions, là. Donc la commune, effectivement, et la collectivité locale en général, et la Comcom subventionne, après c'est pas énorme, puisque la subvention de la commune de Séry, c'est 700 euros. Donc ça reste relativement raisonnable. Et ça permet pour l'association de débloquer des fonds européens. Autrement dit, on multiplie les 700 euros qu'on donne localement. Léo pourra le dire, mais sont multipliés bien plus grâce aux fonds européens, les fonds leaders en particulier, qui permettent à l'association quand même de vivre. Donc ça aussi, pour après tout, c'est un argument, on pourrait l'utiliser, on l'a pas encore fait, mais pourquoi pas, parce qu'on critique souvent l'Europe, parfois à juste titre, mais il y a aussi un retour des fonds européens sur le territoire via en donnant une petite somme, on a un retour qui est multiplié par Léo pourra nous préciser, tu nous diras peut-être la somme exacte. En Oui, tout cas, plus on donne c'est localement, plus les fonds européens sont importants. Donc, voilà, c'est une notion qu'il faut avoir. Oui, oui, tout à fait. Pour les fonds européens, c'est indispensable en tant qu'association, donc là c'était des fonds leaders, d'avoir des cofinancements publics de collectivités locales. Donc dans ce cas-là, effectivement, même une petite somme en fait permet de débloquer, ça peut être multiplié par 3, voire par 4. Donc ça permet de débloquer des fonds beaucoup plus importants et des fonds qui du coup, au lieu d'aller sur d'autres territoires en Europe, bah, vont venir voilà, à Série. Donc c'est toujours une bonne chose. Et c'est pareil en faisant des projets communs avec la commune, en ayant l'appui fort de la commune, ça permet aussi de lever d'autres types de fonds, notamment auprès de mécènes privés, de fondations d'entreprises. Le fait d'avoir un soutien clair de la commune, ça permet de générer une confiance beaucoup plus forte auprès de ces mécènes et d'avoir pareil des fonds plus importants. Donc c'est à nouveau des fonds qui viennent sur le territoire de Série et qui sinon iraient potentiellement ailleurs. Donc c'est aussi la force de ce type de coopération. Euh, Encore une précision, effectivement, par rapport au mécénat privé, entre guillemets, d'entreprises ou de fondations. Vous le savez tous, les communes ou les collectivités c'est encore plus vrai quand c'est une petite commune, on n'a pas des moyens qui sont exponentiels et donc l'argent souvent est le nerf de la guerre malheureusement. Et le fait d'avoir cette entre guillemets association entre l'association et la commune permet effectivement d'aller toquer à des portes des fondations ou d'autres entreprises de mécénat qui seront certainement de plus en plus sollicitées dans les années qui viennent, parce que à faute d'argent public, il y a au moins de l'argent dans le circuit entre guillemets économique privé. Voilà. Merci pour ces précisions. Donc là, j'ai mis dans le chat le lien vers la page ressources dont tu parlais, Léopold, sur le site de Polymorphe. Je vais vous mettre le lien vers l'outil. Est-ce que après ce témoignage, l'outil qu'on a vu en première partie qui a été présenté par Jean-Philippe, est-ce que du coup, suite à ce témoignage, vous avez des questions par rapport à l'outil que Cap Rural a développé? Je vous laisse le temps d'aller voir peut-être l'outil de plus près. Alors, juste une petite précision quand même, parce que le témoignage le faisait bien ressortir, c'est qu'effectivement, ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est qu'effectivement, derrière le terme collectivité, on a plusieurs niveaux d'intervention. Si c'est une communauté de communes, bien évidemment, on se situe pas de la même manière, et l'appui que va vous apporter l'une ou l'autre n'est pas forcément le même, quoi. Donc, enfin voilà, enfin, les moyens d'une commune ne sont pas ceux d'une communauté de communes.
sa capacité d'intervention ne sont pas forcément la même. Alors ça ne veut pas dire que c'est là, bon, peut-être qu'une commune sur un local c'est peut-être plus simple que pour une communauté de communes. Après sur des financements leaders, même si la commune peut être un point d'appui pour aller chercher, c'est des programmes qui sont gérés à l'échelle plutôt d'une collectivité type communauté de communes. Enfin bon, bref, voilà quoi. Il y a effectivement plusieurs niveaux et les niveaux d'intervention varient en fonction de- du niveau de collectivité que vous sollicitez. Ok, merci Jean-Philippe. Pas de réaction du coup par rapport à cet outil qu'on vous a présenté? Alors, de même que pour l'association Polymorphe, s'il y a des questions parmi les invités, moi, je vous encourage à appeler la mairie de Séry où vous trouverez toutes les coordonnées sur Google notamment.